Je n'oublierai jamais le bruit de cette enveloppe glissant sur la table en chaîne. Le papier bruissait contre le bois comme une lame que l'on dégaine. Et quand j'ai levé les yeux, Brigitte souriait. Pas un sourire chaleureux de grand-mère, mais ce genre de sourire de quelqu'un qui sait quelque chose que vous ignorez. Elle ne m'a même pas regardé. Ses yeux sont restés fixés sur son fils, mon mari Julien, et elle a prononcé quelques mots qui ont instantanément asséché toutes les conversations autour de la table. Tu devrais regarder ça. Mon estomac s'est noué avant même que je comprenne pourquoi. C'était dimanche. Nous allions dîner chez elle tous les dimanches. Au menu, poulet rôti et gratin dauphinois, avec ma fille de 3 ans, Léa, installée dans sa chaise haute, écrasant des petits pois avec son minuscule poing. D'habitude, Brigitte m'ignorait et choyait Léa comme s'il s'agissait d'un trophée, et non d'une enfant. Mais ce soir-là, elle avait été étrangement silencieuse. Je me souviens m'être dit qu'elle avait l'air presque surexcitée, comme une enfant cachant un terrible secret dans son dos. Je me suis convaincue que je devenais paranoïaque. J'avais tort. Julien a posé sa fourchette. Ses sourcils se sont froncés alors qu'il tirait l'enveloppe vers lui. Elle n'était pas scellée. Brigitte l'avait déjà ouverte. Elle voulait qu'il voie ce qu'il y avait à l'intérieur, et elle voulait qu'il le voie devant moi. Je ne comprenais pas encore, mais mes mains tremblaient déjà sous la table. Quelque chose dans la façon dont elle levait le menton, dont elle me lançait des regards furtifs pour ensuite fixer son fils, m'indiquait que ce n'était pas une simple carte d'anniversaire. J'ai regardé Julien sortir un document plié. Il comportait un en-tête de laboratoire d'analyse médicale que je ne pouvais pas déchiffrer d'où j'étais assise. Mais, au moment où ses yeux se sont posés sur la page, tout son corps a changé. Ses épaules se sont raidies. Sa mâchoire s'est contractée. Son visage a d'abord blêmi, puis a viré au rouge écarlate. Je ne savais pas encore ce qui se passait, mais la suite a tout fait basculer. Il lui a fallu presque une minute entière pour lire chaque ligne. Le silence était étouffant. Même Léa a arrêté de babiller et a dévisagé son père avec de grands yeux humides. J'avais envie de tendre le bras et de lui arracher le papier des mains, mais quelque chose me clouait à ma chaise. Le sourire de Brigitte s'est légèrement élargi, comme si elle regardait un film dont elle connaissait déjà la fin. C'est à ce moment-là que la première vraie vague de terreur m'a frappée. Peu importe ce qu'il y avait dans cette enveloppe, elle l'avait planifiée depuis des semaines, peut-être plus. Mais je ne voyais pas encore l'ensemble du tableau. Pas encore. Julien a fini de lire. Il a posé le papier à plat sur la table, la main tremblante. Pendant une longue et terrifiante seconde, il a regardé sa mère. Pas moi, mais elle, la femme qui l'avait élevé, la femme à qui j'avais passé 3 ans à essayer de plaire. Échouant à chaque fois parce que je n'étais pas l'épouse qu'elle désirait pour son précieux fils. Et l'expression sur son visage était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la colère. C'était une trahison. Si profonde qu'elle ressemblait à un deuil. Puis il m'a regardé et je n'oublierai jamais ce que j'ai lu dans ses yeux. Pas une accusation, pas un doute. De la douleur. Une douleur pure et à vif. Le genre de douleur qui précède l'effondrement d'un monde. J'ai ouvert la bouche pour demander ce qui se passait, mais Brigitte a parlé en premier. Sa voix était mielleuse. Cette voix qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable tout en vous éviscérant vivante. Je pensais juste que tu devais connaître la vérité, mon chéri. Au sujet de la petite Léa. J'ai des soupçons depuis un moment, tu sais. Alors,
j'ai pris une petite précaution pour le bien de la famille. Mon cerveau n'arrivait pas à connecter les mots. Soupçon. Précaution. Famille. Puis mes yeux sont tombés sur le papier et j'ai vu les lettres en gras en haut, rapport de test génétique. En dessous, le nom complet de ma fille, Léa Marie Dubois. Âge, 3 ans. Date de prélèvement de l'échantillon, il y a 12 jours. Le jour où Brigitte avait emmené Léa au parc. Pour un mercredi spécial mamie et l'avait ramenée avec les doigts collants et une sucette à la bouche. Le jour où je l'avais remerciée de m'avoir accordé quelques heures pour rattraper mon retard dans les machines à laver. Elle avait fait un prélèvement sur mon enfant en secret, sans mon consentement, à l'insu de Julien. Elle avait fait faire un test ADN sur une enfant de 3 ans. La pièce s'est mise à tourner. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai regardé Julien, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il crie, qu'il lui jette le papier au visage. Mais il continuait à alterner son regard entre moi et sa mère, comme s'il essayait de résoudre un problème de mathématiques sans solution. Et j'ai réalisé, avec une lucidité écœurante, que Brigitte devait être convaincue que les résultats prouveraient que Léa n'était pas de lui, que je l'avais trompé, que ma fille n'était pas son enfant, et que ce serait le moment où il me quitterait. Pour toujours. J'avais envie de hurler que c'était un mensonge, que je n'avais jamais touché un autre homme, que Léa était la sienne, l'avait toujours été, et ne pouvait être que la sienne. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Parce que je pouvais voir son sourire en coin s'élargir. Et j'ai compris qu'elle se fichait que ce soit vrai ou non. Elle voulait juste semer assez de doutes pour nous détruire. Et vu la façon dont Julien agrippait le bord de la table, j'ai pensé que ça pourrait marcher. Je n'avais rien vu venir, mais la vérité était pire que tout ce que j'avais imaginé. Puis Julien a pris la parole. Sa voix était basse, plus calme que je ne l'avais jamais entendue. Maman, quand as-tu fait ça? Brigitte a lissé une serviette sur ses genoux comme si nous discutions de composition florale. Je te l'ai dit, mon chéri. J'ai juste pris un petit échantillon de sa salive lors de notre sortie au parc. Ça ne lui a pas fait mal. C'était très simple. Je l'ai envoyé par la poste au laboratoire et ils m'ont envoyé les résultats. Je l'ai fait uniquement parce que je t'aime trop. Pour te laisser berner. Tu m'aimes, a répété Julien, sans la moindre émotion. Plus que tout au monde, a répondu Brigitte, et l'espace d'une fraction de seconde, sa voix s'est brisée avec quelque chose qui ressemblait presque à de la sincérité. Je ne pouvais pas supporter l'idée que tu élèves un enfant qui ne serait pas. Stop. La voix de Julien a tranché l'atmosphère de la pièce comme une pierre à travers une vitre. Tout le monde s'est figé. Ma belle-sœur, Sophie, avait sa fourchette arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Le père de Julien, assis au bout de la table, avait l'air confus et vaguement horrifié, mais il n'est pas intervenu. Il ne le faisait jamais. Julien s'est levé si brusquement que sa chaise a raclé le parquet. Il a pris les résultats du test ADN sur la table et les a tenus devant le visage de sa mère, sans crier, sans rager, juste en les tenant là, les mains immobiles. Tu as lu ces résultats avant de les mettre dans cette enveloppe. Brigitte a hésité. Son sourire a vacillé. Eh bien, bien sûr que. Oui, mais je voulais que tu les voies par toi-même. Je me suis dit que ce serait mieux venant de moi plutôt que d'un rapport froid. Julien a hoché la tête. Lentement. Puis il a abaissé le papier et l'a regardé avec une expression que je ne peux décrire que comme définitive. Donc, tu sais ce que ça dit? Elle a cligné des yeux. Oui, Julien, je sais ce que ça dit. Son ton s'était durci, elle était sur la défensive maintenant.
La première fissure. Julien a plié le papier une fois, puis deux. Il l'a glissé dans sa poche, puis a prononcé la phrase qui a fait s'effondrer le visage de Brigitte comme un rideau de fer qui s'abat. Tu viens de perdre un fils, maman. Pas une petite fille. Un petit son étranglé est sorti de sa gorge. Le sang a déserté ses joues si vite que j'ai presque pu voir sa peau virer au gris. Julien a cherché ma main, et je l'ai prise, ne comprenant toujours pas tout à fait, toujours suspendue entre la terreur et le soulagement, mais ses doigts étaient forts et rassurants autour des miens. Brigitte s'est précipitée pour se lever, renversant son verre de vin. Le rouge s'est répandu sur la nappe blanche comme une plaie. Julien, Julien. Je t'en prie, j'essayais seulement de te protéger. Tu ne peux pas être sérieux. Il ne s'est pas retourné. D'un seul bras, il a soulevé Léa de sa chaise haute, et j'ai vu ma fille se blottir contre son cou, totalement inconsciente que sa grand-mère venait d'essayer de détruire ses parents. J'ai attrapé mon sac à main d'une main tremblante. Le reste de la famille était assis, immobile, pris au piège de l'horreur de ce qu'ils venaient de voir. Et Brigitte, la femme qui avait passé des années à me rabaisser, qui avait comploté pour faire exploser mon mariage lors d'un repas dominical à la vue de tous, s'agrippait soudainement au bord de la table, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Je t'en supplie, Altatl. Je t'en supplie, ne pars pas. Julien. Je suis ta mère. Je suis ta mère. Il s'est arrêté à la porte. J'ai senti tout son corps se raidir contre mon épaule. Et pendant une seconde insoutenable, j'ai cru qu'il allait se retourner et lui donner une autre chance. Mais il a déposé un baiser sur le sommet de la tête de Léa et m'a regardé. Et ce que j'ai vu dans ses yeux a balayé la dernière once de peur que je gardais en moi. On rentre à la maison, a-t-il murmuré. Et alors que nous avancions dans le couloir, les supplications de Brigitte se sont transformées en sanglots. Le genre de son brut et désespéré qu'on ne peut pas feindre. Le dîner, la famille. La vie bourgeoise et soigneusement construite qu'elle s'était bâtie, tout s'effondrait derrière nous. Mais je savais quelque chose qu'elle ignorait. Encore. Ce n'était que le début. Ce que Julien allait faire ensuite allait réduire son monde en cendres. Le trajet en voiture pour rentrer s'est fait en silence, à l'exception du doux fredonnement de Léa dans son siège auto, à 1000 lieues de se douter que sa grand-mère venait de tenter de dynamiter notre famille à table. Julien conduisait, les deux mains serrées sur le volant, les jointures blanches sous la lumière des lampadaires. J'étais assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre, repassant en boucle le visage déconfit de Brigitte, le verre de vin renversé, le hurlement de désespoir qui nous avait poursuivis dans l'allée. Je pensais que c'était la fin. Je pensais que nous avions gagné simplement en partant. Je n'avais pas encore réalisé que partir n'était que le premier coup de la partie. Le véritable plan a commencé le lendemain matin. Je me suis réveillée pour trouver Julien déjà habillé, assis à la table de la cuisine avec un bloc-notes, son ordinateur portable ouvert, et les résultats du test ADN posés à plat à côté d'une tasse de café froid. Il n'avait pas dormi. Je pouvais le voir aux cernes sous ses yeux et à la ligne rigide de ses épaules. Quand il a levé les yeux vers moi, il n'y avait plus aucune colère en lui. Juste une détermination si froide qu'elle rendait l'air plus lourd. Elle a commis un délit, a-t-il dit calmement. Elle a prélevé l'ADN de notre fille sans notre consentement. En France, c'est une grave atteinte à la vie privée, passible de prison. Si elle a payé un laboratoire étranger pour l'analyser sous de faux prétextes, c'est de l'usurpation d'identité et de la fraude. J'ai déjà appelé Antoine. Antoine était l'ancien colocataire de Julien à l'université.
Aujourd'hui avocat pénaliste et en droit de la famille avec la réputation d'être absolument impitoyable. Je me suis assise en face de lui, toujours en pyjama, essayant encore d'assimiler le fait que mon mari était passé de fils anéanti à général d'armée en l'espace de 8 heures. Mais avant que je puisse parler, il a fait glisser son téléphone sur la table. À l'écran, il y avait un brouillon de mail adressé à chaque membre de sa famille élargie. Tante, oncle, cousin. Les associés de son père. L'objet du mail disait « Ce que ma mère a fait à ma fille ». Je l'ai lu. Chaque mot était précis, clinique et absolument dévastateur. Aucune émotion, aucune exagération, juste les faits. Brigitte avait isolé Léa, lui avait frotté l'intérieur de la bouche avec un écouvillon. Sans autorisation, avait soumis l'échantillon à une société de tests génétiques et avait présenté les résultats lors d'un dîner de famille dans le but de prouver que j'avais été infidèle. Il avait inclus une copie numérisée du rapport ADN. Tout en bas, il avait ajouté « Le test a confirmé que Léa est ma fille biologique. Ma mère le savait avant de me le donner. Son but n'était pas là. Vérité. Son but était de détruire ma femme et le foyer de mon enfant. Je ne permettrai jamais cela. Vous deviez savoir qui elle est réellement. » Ma main tremblait en lui rendant le téléphone. « Julien, si tu envoies ça, il n'y aura plus de retour en arrière. » Il m'a regardé et a prononcé une phrase que je garderai en moi pour le reste de ma vie. Il n'y a de toute façon aucun retour possible. Il a cliqué sur envoyer avant la fin du petit déjeuner. Dans les 2 heures qui ont suivi, son père a appelé. J'écoutais depuis le couloir alors que Julien mettait le téléphone sur haut-parleur. La voix de son père était chevrotante, incrédule, mais Julien n'a pas flanché. Il a expliqué à son propre père chaque détail, étape par étape, pendant que je tenais Léa dans sa chambre en essayant de ne pas imaginer le chaos qui se déroulait à l'autre bout du fil. À midi, Brigitte avait été bloquée sur tous les canaux possibles. Numéro de téléphone, réseaux sociaux, email. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé, car Brigitte n'a pas battu en retraite. Elle nous a attaqués de plus belle. Elle s'est présentée à notre porte ce soir-là, le mascara coulant sur ses joues, tambourinant sur la porte d'entrée à 2 points. J'ai regardé par la fenêtre pendant que Julien sortait, refermait la porte derrière lui et se tenait sur le porche, impassible comme un mur. Je n'entendais pas chaque mot, mais je saisissais des bribes. « Vous m'avez ruiné » hurlait-elle. Je protégeais cette famille. Cette femme t'a monté contre ta propre mère. Julien n'a pas élevé la voix. Il a attendu qu'elle s'épuise, puis il a dit. Calmement, tu as jusqu'à demain pour prendre un avocat. Nous portons plainte. Ses cris ont cessé. Le silence qui a suivi était plus pesant que le bruit. La procédure légale a avancé plus vite que je ne l'espérais. La collecte non. Autoriser de l'ADN d'un mineur pour un test privé sans le consentement des parents n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est illégal selon les lois de bioéthique en France. Antoine a déposé une plainte officielle auprès du procureur de la République. Le laboratoire que Brigitte avait utilisé a fait l'objet d'une enquête. Ils ont confirmé qu'elle s'était fait passer pour la représentante légale de Léa, détenant seule l'autorité parentale. C'était de la fraude. C'était un délit. Lorsque les policiers se sont rendus chez elle pour l'interroger, ses voisins ont vu la voiture de patrouille stationnée devant son portail pendant 3 heures. L'histoire s'est répandue dans son quartier. Pavillonnaire huppé comme une traînée de poudre. Mais je veux être clair sur un point. Les ennuis judiciaires n'ont jamais été la partie la plus brutale. La véritable destruction s'est produite à l'intérieur de la famille.
L'email de Julien a déclenché une réaction en chaîne que personne ne pouvait arrêter. Sa tante Béatrice, la matriarche de la famille, a convoqué un conseil de famille d'urgence, sans Brigitte. Les accusations ont commencé à pleuvoir. Des cousines se sont manifestées avec leurs propres anecdotes sur les manipulations de Brigitte. L'une d'elles a révélé que Brigitte avait tenté de briser la précédente relation de son fils en fabriquant de fausses preuves d'infidélité des années auparavant. Une autre s'est souvenue que Brigitte l'avait poussé à faire un test ADN sur son propre enfant parce qu'on n'est jamais trop prudent. Ce n'était pas seulement contre moi. C'était un mode opératoire, un schéma long de plusieurs décennies d'une femme qui utilisait les secrets comme des armes pour ensuite sourire tendrement lors du déjeuner dominical. Et puis, le détective privé que l'avocat de Julien avait discrètement engagé à porter le coup de grâce qui a enterré Brigitte pour de bon. Il a trouvé quelque chose en creusant dans son passé. Quelque chose qui avait été caché pendant plus de 30 ans. Brigitte s'était toujours présentée comme moralement intouchable. L'épouse parfaite. La mère dévouée qui avait tout sacrifié. Mais l'enquêteur a découvert un dossier judiciaire classé dans un tribunal de province où elle n'avait jamais mentionné avoir vécu. Une action en recherche de paternité datant d'avant la naissance de Julien. Il s'est avéré que Brigitte avait accusé son propre premier mari, et non le père de Julien, de l'avoir abandonnée alors qu'elle était enceinte. Il avait exigé des preuves que l'enfant était le sien. Elle avait refusé. L'affaire avait été classée, mais le dossier existait toujours. Et quand le père de Julien a vu cela, il a réalisé que la chronologie ne collait pas. Il a exigé son propre test. Julien n'était finalement pas son fils biologique. Je n'oublierai jamais le moment où Julien a appris cette vérité. Il ne s'est pas effondré. Il s'est juste assis sur le bord de notre lit pendant 10 minutes, fixant le mur. Puis il a dit, elle a passé toute ma vie à me faire sentir que j'avais une dette envers elle. Et pendant tout ce temps, elle mentait sur la seule chose qu'elle utilisait pour me contrôler. C'est à ce moment-là que le dernier fil qui maintenait son monde en place a cédé. Le père de Julien a demandé le divorce en moins d'une semaine. Il a gelé tous les comptes joints. Il l'a retiré de son testament, totalement, légalement et irrévocablement. La maison qu'elle avait décorée comme un sanctuaire à la gloire de sa propre réussite a été mise en vente avant même qu'elle ne puisse faire ses cartons. Sa paroisse, ses associations caritatives, son club de tennis, tous avaient reçu des copies du même email que Julien avait envoyé à la famille. Les invitations se sont taries. Les appels téléphoniques ont cessé. Elle a perdu tout son cercle social le temps qu'il faut pour lire un document de 3 pages. L'affaire pénale a également avancé. Elle a accepté une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui lui a laissé un casier judiciaire, une amende colossale et 2 ans de prison avec sursis. Il lui a été interdit d'avoir des contacts non supervisés avec tout mineur, y compris sa propre petite-fille. Le juge a qualifié ses actes de prédateurs et calculés. Je me suis assise dans ce tribunal et j'ai regardé son avocat plaider la clémence pendant qu'elle pleurait, à chaudes larmes dans ses mains. Et je n'ai rien ressenti, ni pitié, ni culpabilité, juste la satisfaction froide et silencieuse de voir la femme qui avait essayé de détruire ma famille récolter exactement ce qu'elle s'était bâti pour elle-même. Et quand tout fut terminé, quand les papiers du divorce furent signés, que la maison fut vendue et qu'elle se retrouva seule dans un appartement de location, sans visiteur et sans avenir, j'ai enfin compris quelque chose. Elle n'avait pas seulement perdu un fils lors de ce dîner du dimanche. Elle a perdu son existence tout entière. Ce n'est pas moi qui l'ai détruite.
Je me suis simplement tenue aux côtés de l'homme qui a fait le choix qu'elle l'avait forcé à faire. Elle a essayé de voler l'avenir de ma fille. Alors, elle a perdu la moindre parcelle du sien.